Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous soutenons cet accord et sa transposition dans cette proposition de loi, car elle offre en effet et consolide un progrès qui a été construit entre les représentants des employeurs territoriaux et ceux des agents publics. Voilà un acquis social en soi, dans un moment où le dialogue a trop souvent été réduit à un simulacre de concertation. Je pense bien sûr au conclave sur les retraites, non pas pour ressasser, mais pour souligner que quand le dialogue part du réel, des conditions de vie, de travail, quand il n'est pas corseté par des injonctions contradictoires, alors il peut déboucher sur des avancées. Signé par toutes les organisations syndicales représentatives et la quasi-totalité des employeurs territoriaux, cet accord acte deux avancées essentielles. Premièrement, la mise en place obligatoire d'un régime de prévoyance par contrat collectif financé à au moins 50% par l'employeur, garantissant un niveau de couverture entre 90 et 95% du revenu net en cas d'incapacité ou d'invalidité, ce qui représente une bouée pour des milliers d'agents qui, en congé longue maladie, se retrouvent en demi-traitement. Deuxièmement, une participation obligatoire des employeurs, toujours à 50%, pour la complémentaire santé, librement choisie par les agents. Là encore, une réponse concrète à un besoin social et une étape de convergence avec le privé, où ces droits sont obligatoires depuis 2016, ça a été rappelé. Et je soulignerai qu'on est là loin des clichés selon lesquels les agents publics seraient les mieux lotis des salariés de ce pays. Nous saluons donc cette avancée, même si notre groupe demeure convaincu que le véritable horizon reste le 100% sécurité sociale, un système où les soins ne dépendent ni d'un bon contrat ni d'un bon prestataire, mais du droit égal de chacun à être soigné. Si la protection sociale complémentaire a pris une telle place, c'est d'ailleurs parce que la sécurité sociale a été méthodiquement définancée, notamment par des décennies d'exonération massive de cotisations patronales, comme les allègements sur les bas salaires qui sont pratiqués depuis maintenant fort longtemps, ceux plus récents qui s'appliquent à des salaires parfois équivalents à 3 SMIC et demi, ou encore comme le CICE, le crédit impôt, qui a été transformé en allègement de cotisations. Par parenthèse, pendant que certains jugent qu'il faut sans cesse abaisser le coût du travail, sans que cela conduise d'ailleurs à venir à bout du chômage de masse, les employeurs publics, comme les collectivités territoriales, les hôpitaux publics ou les SDIS, se voient, eux, appliquer des hausses de taux de cotisation à la CNRACL. Ça a été justement rappelé par la rapporteure. Tout cela au motif de son déficit, mais je rappellerai sans cesse que ce déficit s'explique notamment par la contribution de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à la solidarité entre régimes vieillesse à hauteur de 100 milliards en euros courants. Cet accord que nous transposons aujourd'hui dans la loi ne peut non plus être isolé des choix économiques et de la réalité budgétaire des collectivités. Et c'est ici que le bât blesse. 66% des employeurs territoriaux qui n'ont pas mis en œuvre de protection sociale complémentaire pointent l'insuffisance de leur marge de manœuvre. La dotation globale de fonctionnement a perdu en cumul près de 10 milliards d'euros entre 2014 et 2017. Elle n'est toujours pas indexée sur l'inflation malgré nos propositions inlassablement réitérées. Et depuis, les gouvernements ont organisé un effet de ciseaux intenable. Les recettes dynamiques comme la fiscalité économique locale s'éteignent peu à peu au profit de transferts rigides. Nous n'opposons pas progrès social et contraintes budgétaires, mais nous opposons la logique d'austérité à la réalité des besoins du service public local. Malgré ce contexte, collectivités et agents avancent. 8 centres de gestion ont déjà mis en œuvre l'accord. Les premiers chiffres sont encourageants. Participation employeur supérieure à 50%, tarifs plus avantageux, solidarité plus efficace, collectivement organisée. Nous resterons vigilants cependant sur la convergence entre les 3 volets de la fonction publique. Elle ne doit pas ouvrir la voie à des logiques contraires à l'esprit du service public. À Bercy, nous observons par exemple avec inquiétude le recours à une start-up privée sans ancrage territorial ni réseau physique, dont les actionnaires sont en partie des fonds spéculatifs. Nous sommes aussi attentifs aux négociations dans la fonction publique hospitalière, et renoncer à la gratuité des soins pour les agents dans leur propre établissement serait à nos yeux un recul majeur et un très mauvais signal envoyé à des personnels déjà éprouvés. S'agissant de ce texte,
Nous soutiendrons une mise en œuvre rapide que nous proposerons par voie d'amendement. Nous considérons que son adoption sera de nature à faire vivre le lien entre élus, fonctionnaires et usagers, un lien indispensable à l'affirmation d'un service public non seulement reconnu dans ses missions, mais aussi revendiqué et vécu comme un bien commun. Je vous remercie. Merci, cher collègue.